chaussettes dépareillées. Mel et Deb papotent autour de la neurodiversité sur Radio Grand Lac. Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Grand Lac, la radio autour du lac du Bourget. On se retrouve ce soir, ça fait un moment qu'on s'était pas vu. Je suis avec Déborah, comment ça va Deb ? Ça va et toi Mel ? Ça va, merci. Je suis Mel Poina, la fondatrice du blog Suivez le Zèbre. On a créé cette émission avec Déborah, les chaussettes dépareillées, pour parler de la neurodiversité. Alors un petit rappel, vu que ça fait un moment qu'on s'est pas vu, la neurodiversité c'est quoi ? Et ben la neurodiversité à la base, c'est un terme qui a été utilisé pour parler du trouble du spectre autistique et puis qui s'est un petit peu diversifié, notamment chez nos amis canadiens. Du coup, nous, dans la neurodiversité, on y inclut les personnes qui ont des TND, des troubles du neurodéveloppement. Donc c'est le TDAH, les 10 et le TSA. Et à cette neurodiversité, à ces TND, on ajoute le HPI, un peu l'inclassable de la neurodiversité, et puis l'hypersensibilité qui est en train de se, je sais pas comment on peut dire, scientifiser. Bon, je sais pas, on invente des mots ce soir. En tout cas, nous, on traite ces 5 thématiques et ce soir, on va parler du TSA, du trouble du spectre autistique. Et avec nous, on a la chance d'avoir sur ce plateau Julia Debarry. Comment ça va, Julia ? Ça va, merci. Un petit peu stressée ? Un petit peu stressée. Mais ça va bien se passer. Tu es la 4e spécialiste. Oui. Parce qu'on avait fait l'émission de Noël que toutes les deux, Deb, en tête à tête. Donc tu es la 4e spécialiste à nous rejoindre ce soir. Et je suis vraiment ravie parce que je sais que tu as un emploi du temps très chargé. Donc merci beaucoup, Julia, d'être avec nous. Merci à vous pour l'invitation. Ce soir. On avait hâte de recevoir Julia parce que Julia, entre autres, dans sa vie professionnelle, elle va traiter du sujet du TSA, donc du trouble du spectre autistique. Julia, tu es neuropsychologue. C'est ça. Alors, c'est quoi la différence entre un psychologue clinicien ou un psychologue et un neuropsychologue ? Alors en fait, on est psychologue spécialisé en neuropsychologie. Voilà, donc c'est simplement en fait qu'on va avoir une spécialisation qui va se faire en dernière année de master. Aujourd'hui, il y a des sélections qui se font en première année, enfin en entrant dans le master, et voilà. En fait, on choisit une spécialisation, comme il y a des psychologues qui peuvent être spécialisés enfants-adolescents. Ok. Donc nous, on va être spécialisés en neuropsychologie, donc sur le fonctionnement cognitif et puis sur les atteintes qu'il peut y avoir. Donc on va plutôt faire passer des bilans neuropsychologiques. Il y a des psychologues qui peuvent faire passer des bilans, qui peuvent s'orienter aussi vers ça, pardon. Et la différence, ça va plutôt être là. On est psychologue quand même. Moi, je travaille dans un institut médico-éducatif. Ouais, donc c'est un IME. Donc, un IME, voilà. Donc je suis amenée en fait à avoir on va dire plusieurs fonctions, et je vais pas forcément faire purement de la neuropsychologie. Voilà, on peut aussi accompagner les jeunes. Finalement, le métier de psychologue est assez diversifié, ça va vraiment dépendre en fait du public du public qu'on reçoit, et puis finalement des missions qui nous sont proposées soit au sein des établissements, soit en libéral. Mais c'est vrai que c'est super intéressant puisque tu es la 3e psychologue qu'on reçoit, la 2e neuropsy, et on parle peu finalement de ce métier qui aujourd'hui est nécessaire et indispensable dans notre société. Donc vous faites une licence de psychologie en 3 ans. C'est ça. Et à la suite de cette licence, vous vous spécialisez donc en master avec une spécialisation, on va dire, encore plus précise sur la 2e année de master. Alors en fait, il existe différents masters en France, où on peut choisir en fonction des spécialités, on va dire ça comme ça. Parce que chaque université a un peu sa sensibilité. On a des universités qui peuvent être spécialisées plutôt dans le vieillissement, d'autres. Alors moi, j'ai fait mon master à Lille, donc c'était un master qui était sur l'épilepsie. Ok. Voilà. Ah oui, donc très spécifique. Voilà, très spécifique. Okay. Et finalement, même s'il y a la théorie, le master, il y a aussi surtout l'expérience professionnelle qui va nous orienter dans des domaines plus que d'autres. Moi particulièrement, en fait, j'ai effectué de nombreux stages, notamment dans l'autisme. Ouais. Voilà, et puis ce qui m'a amené à ma première expérience professionnelle au sein d'une équipe mobile. Ok. Autisme, départemental, et donc finalement, je me suis engagée dans la voie du TSA comme ça. Par l'expérience professionnelle. Alors à la fois en tant que stagiaire au départ, et puis ensuite en sortant d'études, effectivement, j'ai travaillé tout de suite sur une équipe mobile, et ça a été assez riche en termes d'expérience. L'autisme en général, c'est vrai que c'est un univers qui est passionnant. Déjà, la neuropsychologie, c'est passionnant, même quand on n'est pas psychologue. Mais quand on commence à mettre le doigt dedans, on a beaucoup échangé au téléphone. Moi, t'as eu cette phrase que j'adore, et j'avoue qu'il tourne un peu en boucle dans ma tête quand je t'ai posé cette question. Est-ce que t'es spécialiste de l'autisme ? Tu m'as répondu au téléphone. Alors, je pense que pour être spécialiste de l'autisme, il faut être concerné et il faut être autiste. Et j'ai adoré cette phrase parce que effectivement,
je trouve que c'est hyper vrai dans la neurodiversité et peu importe la forme de neurodiversité, c'est génial d'avoir des personnes comme vous qui nous accompagnent au quotidien. Et je dis nous parce que j'appartiens à cette neurodiversité. Mais effectivement, je pense que les personnes concernées, se connaissent parfaitement et pour avoir je sais même pas si on peut dire qu'on est expert de la neurodiversité, mais en tout cas pour avoir de bonnes connaissances et bien connaître la neurodiversité, je pense effectivement qu'il faut l'être. Je pense qu'une personne TSA peut seulement comprendre une autre personne TSA, une personne qui a un TDAH également, et c'est vrai que c'est plus simple dans l'échange, mais il faut savoir qu'il y a que 1% de la population qui a un TSA, donc ça fait pas beaucoup de personnes. C'est ça, Julia, au niveau du chiffre? Alors, moi, je suis pas très chiffre, parce qu'en fait, en fonction des études, on n'a pas les mêmes. Voilà. Après, il y a aussi beaucoup le côté en ce moment où on peut parler de surdiagnostic. Voilà, il y a des personnes qui peuvent parler de ça. Moi, je dirais qu'on n'est pas sur du surdiagnostic, parce que les personnes qui viennent nous voir pour avoir un diagnostic, c'est des personnes qui ont des difficultés, qui rencontrent vraiment des problématiques au quotidien. Et donc, on n'est pas sur du surdiagnostic. Je pense que pour des personnes pour qui on va poser le diagnostic de TSA et pour lequel ce serait pas le cas, en fait, on est sur un mauvais diagnostic. Mais on sera pas sur du surdiagnostic. Donc, je pense qu'il faut vraiment s'enlever cette idée de la tête. Il n'y a pas de surdiagnostic. Il y a des mauvais diagnostics, ça arrive parfois, parce qu'il y a des comorbidités. On l'abordera sûrement après dans l'émission. Avec grand plaisir. Voilà. Mais vraiment, les personnes qui viennent voir des professionnels, c'est des personnes qui sont vraiment en souffrance, qui ont des vraies problématiques. Et après, voilà, il faut entendre que, effectivement, le diagnostic, on peut parfois passer à côté, Moi, j'ai participé à des diagnostics, donc je sais à quel point ça peut être complexe sur certaines situations. Mais voilà, en tout cas, il n'y a pas de surdiagnostic, c'est peut-être important de le dire. Alors, je suis ravie que tu abordes ce sujet. Effectivement, je pense qu'on s'est beaucoup retrouvés au téléphone quand on a échangé sur cette émission. Et à tous ceux qui nous écoutent, effectivement, il ne faut pas avoir peur de passer en fait la porte d'un cabinet ou de plusieurs cabinets à partir du moment où on se sent pas à sa place, que ce soit du TSA ou un autre diagnostic différentiel de neurodiversité ou autre, puisque ça peut être complètement autre chose. Tu parlais des comorbidités, un mot qui fait très peur, mais on va le décomplexer ensemble. En fait, une comorbidité, ça peut être un état à un moment donné de symptômes. Donc, ça peut être, par exemple, suite à un burn-out, de l'anxiété ou de la dépression. Voilà, c'est quelque chose qui va arriver, qui va faire qu'on se sent mal et qui parfois va être un révélateur, un catalyseur de neurodiversité parce qu'on va plus être capable de compenser, de trouver sa place. Quoi qu'il en soit, si vous avez du mal en ce moment, on va dire, à joindre les deux bouts, si vous vous sentez pas à good mood, n'hésitez pas à aller voir un psychologue. Si lui, en tout cas, ne peut pas vous prendre en charge sur une forme de neurodiversité ou s'il a un doute, il vous enverra vers un neuropsychologue ou vers d'autres spécialistes. Donc, n'hésitez pas, que ce soit médecin, psychiatre, neuropsy, à aller passer la porte de spécialistes. Ça peut être des orthophonistes, même parfois des diététiciens qui repèrent des souffrances alimentaires peuvent ensuite vous envoyer chez des collaborateurs psychologues. Donc, la santé, je dis souvent que c'est une chose qui est holistique à 360 degrés et vous devez être bien dans toute votre personne, dans tout ce que vous êtes, que ce soit au niveau mental ou au niveau physique. Et les liens entre les deux sont une évidence. Et j'ose espérer aussi par cette émission qu'on aidera tous les spécialistes du médical et du paramédical à travailler main dans la main pour une prise en charge globale de leurs patients et pas juste voir chacun midi à sa porte, puisque finalement c'est passé un peu à côté de l'être humain et de son patient. En tout cas, vraiment, je suis ravie, Julia, que tu sois là. J'avais hâte de faire cette émission avec toi. Revenons à notre sujet de l'autisme et du TSA. Je suis d'accord avec toi que sur les chiffres, on donne, on va dire, des chiffres de manière un peu globale, mais je pense que personne ne détient la vérité, savoir exactement combien il y a de personnes neuroatypiques, neurodivergentes, TSA, TDAH, HPI, hypersensibles, finalement, je crois que personne ne le sait. Et c'est tout à découvrir. Alors, les TSA, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est, ce TSA ? Alors, le TSA, donc, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que le TSA, c'est un handicap. Donc, c'est important de le dire. C'est pas une maladie, c'est un handicap. Au niveau du TSA, donc, c'est un trouble neurodéveloppemental. Donc, ça fait partie des TND. Et au niveau du cerveau, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une différence sur le plan structurel. Donc, il y a des zones cérébrales qui sont différentes d'une personne qu'on va dire neurotypique. Voilà, les personnes, souvent, on parle de... Donc, je vais le dire pour ceux qui nous écoutent. On parle de personnes neurotypiques pour des personnes qui n'ont pas de TSA. Voilà. Et donc, en termes de
fonctionnement du cerveau, là encore, il y a des différences. Donc, il y a 2 grandes catégories, on va dire, de symptômes dans l'autisme. Il y a à la fois un déficit de la communication sociale et des interactions. Donc, ça va regrouper finalement moins de réciprocité sociale et émotionnelle. C'est des personnes qui vont avoir du mal à tenir une conversation, qui vont avoir du mal finalement dans la réciprocité des échanges. Des difficultés au niveau de la communication non verbale. Donc typiquement, nous tous les jours, on va adapter aussi notre comportement par rapport au comportement non verbal des personnes. Si on voit qu'une personne est un peu à distance, qu'elle, au niveau du visage, qu'elle est un peu plus, on va dire fermée, on va s'adapter. Les personnes avec autisme vont avoir beaucoup plus de mal à voir ces gestes-là. Pour des personnes qui ont alors soit des déficiences, soit donc je parle de déficience parce que moi les jeunes que j'accompagne qui ont été ont une déficience mentale. Voilà, une déficience mentale. Mais il faut savoir que il y a des autistes qui n'ont aucune déficience mentale et qui ont les mêmes difficultés parfois. On reviendra après sur la sévérité, mais typiquement un collègue qui vous tape dans le dos pour vous féliciter sur un match de basket ou autre, ça peut être vécu comme une agression, par exemple pour une personne qui a un TSA, parce qu'elle va pas comprendre finalement les codes sociaux qui sont rattachés à ce geste-là. Donc en fait, c'est des petits détails là que je donne, mais c'est des exemples concrets que mes patients ont vécu et qui du coup peuvent être très mal interprétés et finalement aboutir à des incompréhensions. Voire des troubles du comportement pour les jeunes que je peux accompagner. Voilà, donc il y a toutes ces difficultés de communication non verbale, des difficultés aussi à développer, à maintenir et à comprendre les relations avec les autres. Voilà, parce que finalement, qu'est-ce que l'amitié ? Comment on entretient une amitié ? Oui. Alors déjà, c'est pas simple, j'ai envie de dire. Pour les personnes neurotypiques, c'est déjà compliqué. Mais du coup, pour les personnes avec TSA à qui il manque finalement des clés, ça va être d'autant plus difficile. Donc ça va être la première grande catégorie de symptômes. Et la deuxième catégorie de symptômes, ça va être un caractère restreint et répétitif des comportements, des intérêts et des activités. Ce qu'on entend par là, c'est des personnes qui vont avoir des mouvements stéréotypés et répétitifs. Voilà, en tout cas, si on connaît des personnes avec autisme, on a déjà entendu parler d'autisme, c'est des personnes qui vont avoir des balancements, qui vont faire du flapping, c'est-à-dire qu'elles vont avoir des mouvements des mains, une rigidité comportementale, une utilisation d'objets et du langage stéréotypé et répétitif. Typiquement, les enfants qui vont prendre la petite voiture et la taper contre le mur ou simplement faire tourner la petite roue. Et puis, au niveau du langage, des enfants qui peuvent répéter les mêmes choses. Voilà, faire de l'écholalie. On a aussi des intérêts restreints et stéréotypés. Donc là encore, qu'est-ce qu'on entend par intérêts restreints et stéréotypés ? C'est des intérêts qui finalement vont être soit anormal par l'intensité, c'est-à-dire des personnes qui vont en permanence chercher à avoir accès à leurs intérêts restreints. Donc ça peut être des intérêts restreints très classiques comme la musique, le sport, le cheval, voilà, les dauphins pour les petites filles. On va dire c'est normal, elle est fan des dauphins et puis en fait non. Non. Enfin c'est que les dauphins quoi. C'est très dauphin. Connaît toutes les catégories de dauphins, toutes leurs couleurs, leur lieu d'habitation, voilà, où ils se trouvent évidemment dans le monde, combien il y en a, comment ils se reproduisent, très poussé, très poussé. Et donc justement, il y a le côté intérêt restreint atypique. Donc là, ça va tout de suite marginaliser un peu la personne. Donc par exemple, j'ai un jeune pour qui c'était la taille des remorques, différentes tailles de remorques en fonction des pays. La taille des remorques. Voilà. C'est vrai que c'est moins commun que le cheval et les dauphins. Voilà. Donc là, tout de suite, on va se dire c'est un peu particulier. Et on va tout de suite se dire il y a un petit souci. Alors que quand on est sur des intérêts restreints, on va dire plus ordinaires, ça va plutôt passer. Ça sera plus discret. Presque inaperçu, en fait. Parce que je veux dire, les petites filles qui aiment le cheval, il y en a plein. Que ce soit côté autisme ou côté neurotypique, c'est assez classique, quand même. Alors, ne vous inquiétez pas si votre enfant aime le cheval ou les dauphins. Ça veut pas dire qu'il y a de l'autisme, quand même. Mais là où ça va différer, on va dire, d'un enfant qui aime le cheval, c'est en termes d'intensité. C'est des personnes qui vont vraiment, connaître le sujet vraiment de manière très, très, très poussée, qui vont parler que de ça. Donc, les sujets de conversation vont vraiment tourner autour de ça. Ils vont pas adapter leur discours par rapport aux personnes, c'est-à-dire qu'ils peuvent arriver avec leurs amis et puis même si les amis parlent, je sais pas,
alors je vais vous parler des dernières cartes Pokémon parce que voilà, mes neveux sont là-dessus en ce moment, mais parle de cartes Pokémon et puis l'enfant va arriver puis il va partir sur le sujet des dauphins, des chevaux ou des remorques. Et donc c'est le fait qu'on va chercher finalement à avoir accès à cet intérêt de manière assez poussée qui va faire qu'on est sur quelque chose d'atypique. On a aussi, et ça c'est on va dire une très grande partie au niveau de l'autisme, c'est les particularités sensorielles, parce que ça va vraiment avoir un gros impact sur le quotidien pour les personnes, que ce soit dans la déficience, pas dans la déficience. Et du coup, c'est des personnes qui vont avoir des hyposensibilités, des hypersensibilités. On a tous, de toute façon, des particularités sensorielles. Typiquement, moi, je donne toujours l'exemple quand je parle d'autisme. Je ne supporte pas le bruit des chaussures mouillées qui marchent sur le sol. Vraiment, ça me fait mal aux oreilles. Ça me provoque vraiment une sensation désagréable. Et bien, pour les personnes avec autisme, c'est vraiment exacerbé. C'est vraiment, il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en compte. Alors, je parle d'autisme, mais dans d'autres, dans d'autres types d'handicap, on peut aussi retrouver des particularités sensorielles. Et donc, ces particularités sensorielles, ça peut être soit hypersensible, soit hyposensible. Donc, on a des personnes qui peuvent aller rechercher les sensations parce qu'elles ont très peu de sensations. Et à l'inverse, sinon, la moindre petite stimulation va être, on va dire, vécue comme désagréable. Il faut savoir aussi, ça peut faire l'objet d'une émission à elle seule, mais voilà. Mais il y a des personnes aussi qui ont des fluctuations au niveau de la sensorialité et donc qui peuvent à la fois être hypo et hyper. Donc ça vient vraiment impacter le quotidien pour les personnes avec autisme. Alors c'est hyper intéressant ce que tu dis, Julia, et ça fait écho à nos autres émissions sur d'autres thématiques. Je crois que finalement, ce qui est assez symptomatique, j'ai envie de dire, dans la neurodiversité, nous on l'élargit, même si effectivement la neurodiversité à la base c'est vraiment le TSA qu'on a élargi, c'est cette intensité. Et je pense que cette neurodiversité, on l'a élargie aussi à d'autres choses parce qu'on a repéré cette intensité, que ce soit dans le TDAH, dans le HPI, où il y a ce fonctionnement cérébral un peu surboosté, l'hypersensibilité, et justement ce que t'expliques, une hypersensorialité, mais qui peut aussi parfois dans l'hypersensibilité se transformer en hypo, donc avec cette alternance aussi hyper-hypo. Et puis, je crois que la réalité aussi, c'est que le cerveau, il est très malléable, les frontières, c'est pas des cases pour le coup, c'est pas, on n'a pas tracé à la ligne pif paf ouf les zones et puis il y a rien qui passe quoi. Et je pense que la neurodiversité, au-delà juste du TSA, du TDAH, du HPI, en fait, il y a une espèce de malléabilité où on peut avoir plusieurs formes de neurodiversité. Et je pense que quand on est psychologue, neuropsychologue, c'est d'autant plus difficile de poser un diagnostic puisque entre certaines formes de neurodiversité, certaines caractéristiques se retrouvent et s'entremêlent. Donc parfois, est-ce qu'on a qu'une personne TSA? Est-ce qu'on a une personne TSA qui peut aussi avoir un TDAH? Est-ce qu'on a une personne TSA qui peut être HPI? Bon, je connais la réponse, toi aussi. mais oui. Donc, c'est d'autant plus parfois difficile pour faire les diagnostics. Et on parlait des chiffres en début d'émission. Ce qui est difficile, c'est que on a les chiffres un peu séparés. Il y a, entre guillemets, 7% de TDAH, 5-7% de TDAH, 2,3%. Alors, sur le HPI, je pense qu'on n'a jamais été aussi précis. 2,3%, pas 0,1 de plus. Sur l'autisme, on parle de 1%. Mais dans la réalité, combien de personnes HPI et TSA qu'on appelait avant, il y a fort longtemps, Asperger. Ce terme, il faut savoir qu'il est plus utilisé depuis 2013, je crois. Et du coup, il y a aussi un petit amalgame, c'est que quand on parlait d'autisme Asperger, il n'y avait pas de haut potentiel associé. Ok. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui du coup ont cette idée-là, mais dans la classification qui était faite, dans l'autisme Asperger, on n'avait pas de haut potentiel associé. On n'avait simplement pas de déficience. Voilà. Mais il n'y avait pas de haut potentiel. Donc, pour rappel, le HPI, les neuroscientifiques s'accordent à 130 de QI évalué sur un bilan neuropsychologique. Donc, c'est sur l'échelle de Wechsler. Et je précise parce que sur un Cattell, on est sur 180 d'échelle. Sur un Weiss, on est à 160. Donc, c'est important de connaître ces chiffres-là parce que souvent, on voit Einstein avait un QI de 150. Bon, déjà, son QI n'a jamais été calculé. Et puis, souvent, quand on parle de 150, on est sur l'échelle de Cattell et pas sur l'échelle du Weiss. Donc, si on imagine que ces autistes qu'on appelait Asperger avant 2013, en fait, il fallait être
TSA et avoir plus de 130 de QI. Julia, tu nous expliques qu'en fait, c'était sans déficience mentale. On considère qu'une personne est en déficience mentale à quoi, 70 ? 70, à partir de 70 en termes de QI et inférieur à 70. D'accord, donc ça veut dire qu'en fait, une personne Asperger était tout simplement une personne autiste qui avait plus de 70 de... Alors après, il y a d'autres spécificités, d'autres facteurs, mais voilà. Mais j'essaye de pas trop parler d'Asperger parce qu'on a encore des personnes pour qui c'est un terme hyper important. Alors on dévie un peu, non, pardon. Mais les médias en fait ont véhiculé aussi et je dis pas ça méchamment, mais voilà, c'est compliqué. L'autisme, on n'en a pas beaucoup parlé. Et quand on parlait d'autisme, on avait soit les personnes avec une très grande déficience intellectuelle, on était dans le cliché, quoi. Un peu cliché avec des troubles du comportement. Et Redman, un peu dans le délire, c'était un peu Enfin, lui, il avait pas de déficience intellectuelle. Alors, et du coup, à l'inverse, des personnes, on va dire, à haut potentiel, avec des compétences très hors normes, voilà. Et en fait, on avait ces deux versants-là, et finalement, oui, c'était un peu cliché, quoi. Et donc, on a des familles qui, finalement, je pense, entendent parler de l'autisme aussi peut-être via les médias. Et bon, alors ça se développe de plus en plus, hein, donc c'est hyper positif. Mais du coup, elles vont arriver en cabinet et puis elles vont être vraiment attachées au fait d'avoir le diagnostic d'autisme Asperger. Oui, parce que c'est plus rassurant. C'est plus rassurant, c'est moins stigmatisé, voilà. Donc du coup, il faut un peu déconstruire ça en se disant on n'est plus dans ces catégories-là, mais et c'est aussi pour ça qu'on est là, parce que malheureusement, et tu le dis, je crois que dans le grand public, ce côté Asperger, il est très ancré. Et pour faire passer qu'aujourd'hui, en fait, il y a plus d'Asperger et de non-Asperger, il y a du TSA, du trouble du spectre autistique, et un autiste est un autiste. C'est ça. Et après, on va maintenant, en tout cas dans la nouvelle classification, s'intéresser à la sévérité des symptômes, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que une personne qui a une déficience aura peut-être un niveau d'adaptation meilleur qu'une personne qui n'a pas de déficience. Voilà, c'est vraiment en termes de sévérité des symptômes où là tout va se jouer finalement dans l'accompagnement de la personne. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que en fait on a un spectre autistique et donc la personne va finalement bouger au niveau de ce spectre tout au long de sa vie, et donc c'est pas parce qu'on a de grandes difficultés au quotidien dans l'enfance que ça va être exactement la même chose à l'adolescence ou à l'âge adulte. Voilà. Après, ce qui va jouer, c'est les accompagnements, ce qui est mis en place pour la personne, mais du coup c'est pas figé. Donc si on a un enfant ou un adolescent qui présente de grandes difficultés sur le quotidien de par son trouble du spectre de l'autisme, on ne s'est pas figé. Il y a des moyens d'action pour améliorer le quotidien. Trouver petit à petit sa place. C'est ça. Merci Julia, merci beaucoup pour cette première partie d'émission qui est passionnante. On se retrouve dans quelques minutes, c'est après Anorak. À tout de suite. Les chaussettes dépareillées. Mel et Deb papotent autour de la neurodiversité sur Radio Grand Lac. Bonsoir à tous, c'est Mel et Deb sur Radio Grand Lac 92.1. On vous retrouve donc ce soir pour l'émission Les chaussettes dépareillées, donc qui parle de la neurodiversité. On essaye de décomplexer ce terme et ce soir on parle des troubles du spectre autistique avec notre invitée spéciale Julia Debarry. Donc on parlait tout à l'heure un petit peu des caractéristiques, des symptômes des troubles du spectre autistique, et on se demandait, est-ce que c'est plutôt génétique ou est-ce que c'est plutôt environnemental ? Alors, c'est les deux, j'ai envie de dire. Donc, on n'a pas les causes, on va dire, qui sont réellement déterminées. On n'a pas une cause spécifique, on n'a vraiment pas identifié, mais quand même, l'ensemble des études tend à dire qu'on a des gènes qui sont impactés dans le TSA. Aujourd'hui, il y a à peu près 800 gènes qui ont été recensés au niveau du TSA, sans pour autant pouvoir cibler des gènes spécifiques. Et ces gènes, en fait, associés à des facteurs environnementaux, ils vont finalement se révéler. Se révéler. Ça va finalement, alors j'ai plus le terme que je voulais évoquer, mais finalement ça va participer à développer finalement le TSA. C'est-à-dire que si on isole finalement des gènes ou simplement des facteurs environnementaux, ça marche pas. Ça va pas forcément fonctionner. Donc, en tout cas, c'est l'hypothèse actuelle, dans ce que moi j'ai pu lire. Alors, je ne sais pas, j'ai peut-être pas toutes les études sous les yeux. Non, mais moi, ce que j'ai lu, j'ai à peu près le même retour. Ouais, j'ai le même retour que toi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut pas dire à 100% que c'est génétique. C'est ça. On peut pas dire à 100% que c'est environnemental. Si on rentre dans les facteurs environnementaux comme l'alcoolisme ou pendant la grossesse, par exemple, ou des chocs post-traumatiques, ça ne peut pas expliquer à 100% un TSA, ni un TDAH, d'ailleurs, au passage. Non.
Alors, même plus globalement, dans les facteurs environnementaux, on a quand même les perturbateurs endocriniens. Ok. Qui sont partout, concrètement, qu'il faut se le dire. Donc voilà, les perturbateurs endocriniens, c'est partout, dans les matériaux, dans plein de choses. Okay. Ne prenez pas peur pour ceux qui nous écoutent, parce que là, c'est vrai qu'on va aborder quelque chose d'inquiétant. On a l'habitude. Ils ont l'habitude s'ils nous écoutent régulièrement. On a aussi tout ce qui va être la pollution, des choses comme ça qui finalement sont dans notre environnement quotidien et pour lesquelles on n'a pas vraiment d'action possible, concrètement. À part peut-être aller vivre au fin fond de la forêt et manger des patates bio cultivées dans son pré. Voilà, mais bon, peut-être encore pas sûr avec la terre, pas sûr. Voilà. Donc il y a ces facteurs-là, il y a tout ce qui va être aussi de l'ordre de la prématurité. Ça va augmenter en tout cas la probabilité de chance que le TSA finalement se révèle. Voilà. Ouais. J'aime bien ce mot se révéler. Je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas c'est que tu voulais utiliser. Ça peut être utilisé. Et du coup, petite question, Julia, désolée, je te coupe, mais est-ce que du coup on est autiste comme on va naître HPI, on va naître avec un TDAH, donc il va encore une fois plus ou moins se révéler en fonction. Est-ce que quand on se développe dans le ventre de sa maman, est-ce que l'autisme se développe à ce moment-là? Est-ce qu'on arrive à savoir à quel moment ce TSA il arrive? On sait que sur le HPI par exemple, c'est lors du développement du fœtus, c'est le cerveau qui se développe, il est surboosté, voilà, on sort, paf, il est surboosté, toute sa vie il est surboosté. Sur le TSA et le TDAH qui dans, on va dire, les facteurs héréditaires, génétiques et environnementaux se ressemblent un peu dans la fonction, parce qu'on ne devient pas TDAH, on ne devient pas autiste, si je dis pas de bêtises. Non. Donc, est-ce qu'on se développe comme ça dans le ventre? Alors, ça, c'est mon avis et je pense qu'il y a peut-être d'autres avis qui existent. Pour moi, on est autiste. Donc, on sort du ventre, on l'est. En fait, dans le sens où on a les gènes, on va dire des gènes qui sont impactés. Donc ça se passe dans le développement in utero. Et ensuite, associé à des facteurs pendant la grossesse, notamment, ça va finalement aboutir à ce que l'autisme soit présent à la naissance. Je pense qu'il y a des personnes qui naissent avec les gènes, mais qui finalement n'ont pas cumulé avec les facteurs environnementaux et du coup vont se retrouver, ne vont pas développer de TSA, on va dire, en grandissant. Alors ça, c'est mon parti pris de l'expliquer comme ça, aussi parce qu'il y a une grande idée dans l'autisme, et ça, il faut vraiment se battre pour ça, parce que même si on a eu beaucoup d'avancées, j'ai accompagné pas mal de familles où à qui, en tout cas, on va encore dire aux parents que c'est de leur faute, que c'est une problématique éducative. Donc ça, il faut bien se le dire, c'est prouvé que l'autisme n'est pas dû à, on va dire, un défaut éducatif. Ça ne vient pas de ça, au même titre que ça ne vient pas des vaccins. Ça a été prouvé par des études. Donc ça, il faut vraiment se le dire. J'en profite qu'on soit... Alors, je sais pas si beaucoup de personnes nous écoutent, mais c'est important. Mais si au moins 3 millions, on le sait. Entre cette émission et notre podcast YouTube, 3 millions. Voilà, donc je pense que c'est parfait. On va toucher pas mal de monde en disant ça, mais c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de familles en souffrance. Donc pour la petite histoire, j'ai participé à des diagnostics et du coup, on a quand même des familles à qui on a quand même dit que c'était un petit peu la faute, notamment de la mère, parce que la psychanalyse, j'ai rien contre la psychanalyse, mais on est entre ça peut être très sur bien. Ce plateau, c'est toujours de notre faute de toute façon. Voilà. Femme. Donc la psychanalyse, c'est très bien pour certaines difficultés. Je trouve ça très très bien. En tout cas, dans l'autisme, ça n'a pas fait de bien. Donc dire à la mère qu'elle a soit trop couvé l'enfant, soit pas assez, parce que sinon c'est trop simple. Bien sûr. Donc les deux cas sont possibles. Et ben finalement, on avait quand même ce discours-là. Donc ce n'est pas le cas. Qu'on se le dise bien, c'est vraiment un ensemble de facteurs génétiques et environnementaux. Mais je pense que c'est important de le rappeler. La génétique aujourd'hui joue un rôle prépondérant dans tout ce qu'on est, c'est-à-dire qu'on est la somme des deux personnes de qui on hérite on vient de deux gamètes, si on repart dans nos cours là de quatrième, pendant longtemps. Et c'est ça, on est la somme de deux gènes qui eux-mêmes à la base sont la somme de deux gènes, etc. Donc même au niveau des parents, il y a une forte, je pense, moi ça c'est mon avis, et moi je vous le redis, je suis pas psy, mais il y a un petit peu d'expérience quand même sur cette neurodiversité de 6 ans, de milliers de messages et de milliers de lecteurs, et je pense que l'hérédité quand même joue dans la neurodiversité un rôle assez prépondérant. Je n'ai pas le chiffre,
Suivant les études, c'est comme la police et les manifestants, mais je dirais que ça de 60 à 80% selon les études. Je sais pas, Julia, si t'es un peu dans ces chiffres-là. Alors moi, sur du coup, parce que j'ai fait mes petits travaux avant l'émission. Effectivement, j'avais trouvé en tout cas 80%. Bon, j'avais trouvé aussi une autre étude qui disait moins. Alors j'ai plus le chiffre en tête. C'est pour ça que je dis 60 mais à 80. En tout cas, on a quand même une grande part, de génétique. On a quand même des familles où tous les enfants sont touchés. 4 enfants atteints d'autisme. Après, quand on creuse, souvent il y a les parents. Les parents découvrent des particularités et puis se comprennent un petit peu mieux ensuite. Ça, j'en suis persuadée. Bon, tout comme on a des familles qui peuvent avoir plusieurs enfants et dont un seul enfant est atteint d'autisme. Donc c'est ce qui explique aussi finalement la loterie. Le fait qu'il y ait aussi des facteurs environnementaux parce que ça va pas forcément être les mêmes au cours des différentes grossesses. Voilà. Mais c'est vraiment intéressant et là encore il faut se déculpabiliser, c'est-à-dire que même si c'est génétique, évidemment vos enfants ont vos gènes. Déjà l'autisme c'est pas un drame en soi. Je pense que il faut rappeler que peu importe sa forme de neurodiversité, on peut être très heureux et trouver sa place. Et attention, c'est pas parce que les personnes autistes n'arrivent parfois pas à se faire comprendre, être dans la communication, qu'ils sont malheureux. C'est vous qui interprétez ça, mais ce n'est pas forcément leur cas. Et là encore, c'est en étant neurodivergente que moi, neuroatypique, que je vous parle en mon nom. Et je crois aussi qu'il faut se déculpabiliser de ça. Déjà, en tant que parent, vous n'êtes pas responsable, ça c'est sûr, et merci Julia de le rappeler. Et même s'il y a une part d'hérédité très forte, encore une fois, vous en tant que parent, vous êtes la somme vous-même de vos parents, qui sont eux-mêmes la somme de leurs parents, et ça, sur des centaines de générations. Rappelez-vous quand même que l'histoire de l'humanité, le Big Bang, 13 milliards d'années, je crois, 13 milliards. Donc, nous, l'humanité, à l'échelle de ça, du Big Bang et de cette histoire, je crois que si ces 13 milliards d'années représentaient 1 heure, on vivrait même pas 20 secondes, je pense, sur cette planète. Et encore, je suis gentille. Ouais. Donc, relativisez. Vous n'êtes pas 100% responsable. Et encore une fois, avoir un enfant autiste ou TDAH ou hypersensible, c'est pas un drame. Et aujourd'hui, justement, donnons-nous la possibilité, par cette émission et parce que tout ce qui est fait, notamment des gens comme Julia, donnons-nous vraiment la chance de l'inclusion. Je crois que le message et le discours aussi de cette émission, c'est ça, c'est qu'il faut qu'on arrive à vivre ensemble, tous ensemble, vraiment, peu importe nos particularités. Donc merci Julia de rappeler ce message. Du coup, on a beaucoup parlé là des signes au niveau des enfants. Donc les signes, si tu veux bien nous les rappeler, Julia, donc il y a le fait d'une communication qui va être différente quand le trouble est assez intense, ça va être un enfant par exemple qui va être peu en interaction avec ses parents déjà quand il est tout petit, puis après on parlera peut-être des ados et des adultes. Alors oui, l'enfant va être peu en interaction, ça va être, alors en tout cas pour les enfants à vraiment bas âge, en dessous de 2 ans, enfin même... on va parler en dessous de 2 ans pour faire très large. Des enfants qui vont pas pointer, qui vont pas associer le regard au pointage. Voilà, qui vont pas être dans l'attention conjointe, c'est-à-dire que l'attention conjointe, c'est finalement je regarde mon enfant et je tourne le regard pour finalement qu'il dirige son regard vers le même endroit que moi. Ben ça, c'est pas forcément présent chez l'enfant. Une absence de babillage pour les tout petits. On va aussi retrouver chez ces enfants finalement des gestes au revoir, coucou, qui sont absents. Alors là encore, c'est absent ou peu présent. Voilà, ça veut. Là aussi, dans l'autisme, c'est un vaste sujet. C'est un sujet hyper intéressant. En fait, c'est pas tout blanc, tout noir. Il n'y a pas de règles. Il y a vraiment que des nuances de gris, comme je dis souvent à mes patients. C'est vraiment des nuances de gris. Et par exemple, typiquement, l'absence de regard n'est pas vrai. On a des personnes avec autisme qui vont être parfois dans le trop. C'est-à-dire des personnes qui vont nous fixer. Là, une petite aparté, pour vous parler une petite anecdote qui me concerne. Quand j'ai eu mon premier enfant, je suis allée voir un médecin, un pédiatre, parce que mon médecin était pas présent, et mon fils avait 3 mois, et en fait on parle un peu de mon métier, donc j'étais dans l'autisme, donc on évoque ça, et le médecin me dit vous inquiétez pas, de toute façon votre fils regarde bien, donc il n'est pas autiste. Voilà, donc si vous avez ce genre de discours des médecins, ne fuyez. Ne continuez pas à aller chez ce médecin. Voilà. Alors elle a pas pensé à mal en me disant ça, mais c'est vrai que ça peut être délicat. Alors moi j'ai le recul nécessaire, mais je me dis des familles qui peuvent entendre ça et qui après ont un enfant qui ont effectivement atteint ça. Il faut quand même un cumul de facteurs, c'est-à-dire il faut que le médecin dise ça à la bonne famille et autres. Mais c'est une petite anecdote qui m'a marquée parce que je me suis dit en fait si les familles ont déjà ce discours-là,
Après, pour déconstruire ça, alors que c'est les professionnels qui véhiculent ce message, c'est compliqué. Mais l'autisme, c'est une vraie problématique et on est d'autant plus contente de t'avoir sur ce plateau avec Deb parce que c'est un sujet qui est plein de clichés. Mais plein de clichés. Et moi, pour être concernée de très près dans ma famille, je viens d'une famille où on n'a que des diagnostics tardifs parce que ces sujets-là, ils étaient très tabous il y a une trentaine d'années. Moi, je le dis souvent, j'ai 37 ans. J'ai été diagnostiquée pour un TDAH à 36, alors que ça faisait déjà 5 ans que je travaillais sur la neurodiversité parce que j'ai eu un éclair de génie et de lucidité, mais il y a quand même 3 personnes qui m'ont quand même dit « T'es sûr que t'as pas de TDAH ?» Je dis non, moi je suis juste HPI. Mais bien sûr que c'est plus facile d'être HPI que d'avoir un TDAH. Mais dans la réalité, quand vous êtes identifié, tout est plus simple. Et pour l'autisme, c'est pareil. Moi, je vois dans ma famille, c'est comme si... au début, en tout cas, l'autisme était quelque chose d'impensable. Mais pas du tout. En fait, quand vous êtes identifié, vous avez enfin les clés pour mettre des choses en place. Et effectivement, les personnes concernées dans ma famille regardent, échangent, parlent, travaillent, ont des métiers, ont des amis, sont mariés. Donc, en fait, on peut être autiste et avoir une vie où, sur le papier, en tout cas, on coche bien les critères de monsieur et madame tout le monde. Alors, après, mais méfiance. C'est pas la majorité. Normalement. Et puis, le trouble n'est pas d'une intensité. Oui. C'est ce que t'expliquais. En fait, le problème du trouble de ce spectre, c'est qu'il est très très large. Il est très très large. Après, pour vraiment parler de TSA, il faut vraiment qu'il y ait un retentissement sur la vie quotidienne, sur le travail, les relations. Voilà, il faut quand même un retentissement. C'est important de le dire parce qu'il y a des personnes qui viennent en cabinet et qui disent je pense que je suis autiste. Et finalement, en fait, c'est des difficultés quotidiennes, mais qui ne sont pas forcément reliées à de l'autisme. Alors, je pense que on peut tous avoir aussi. Alors, il y a certaines personnes qui sont finalement un peu à la limite. Il y a aussi cette difficulté-là, des personnes qui peuvent être un peu à la limite et finalement, on les retrouve pas dans le diagnostic. Mais du coup, il y a cette problématique aussi d'attente, parce qu'il y a des personnes qui attendent vraiment d'avoir le diagnostic. Il y en a d'autres qui n'ont pas forcément besoin qu'il soit posé, qui ont simplement besoin de comprendre leur fonctionnement. Donc voilà, il y a encore cette difficulté-là. La difficulté aussi de ce que les médias amènent. Bon, je suis désolée, je parle des médias. Non, mais vraiment, c'est pas pour juger, mais du coup, voilà, on parle beaucoup d'autisme actuellement et c'est vraiment super. Mais du coup, en fait, ça fait un petit peu l'effet inverse. Avant, on voyait ça vraiment comme, on avait les deux clichés. Ouais, là, aujourd'hui, cliché maintenant, d'exclusion, et maintenant, c'est presque des gens qu'on a trop normalisé, presque. Pas trop normalisé, mais un peu, il y a quand même vraiment des personnes qui arrivent en cabinet et qui se pensent, qui pensent avoir un TSA. Alors là, je parle pas pour moi, mes 2 collègues, et qui du coup n'ont pas forcément de TSA, mais plutôt des troubles type dépression, troubles anxieux, qui du coup vont avoir aussi, on va dire, une symptomatologie qui peut se rapprocher, en tout cas, du TSA. Donc voilà, il y a aussi cette difficulté-là, parce que comme on parle beaucoup maintenant d'autisme, finalement, on parle très peu des troubles anxieux, des dépressions, qui sont quand même un fléau aujourd'hui, avec des burn-out assez importants en termes de proportion dans la population. Voilà. Donc, il y a un petit peu tout ça qui se mélange. Alors, revenons à la base. Du coup, Julia, redis-nous, avant de prendre une pause musicale, redis-nous bien les signes quand même caractéristiques. Alors, tu nous as fait l'introduction. Il y a vraiment cette difficulté de relation, de gestes d'imitation, Donc, il n'y a pas de mimétisme, en fait. Il n'y a pas forcément de mimétisme. Voilà. Pour certains, il y a peu de mimétisme. Pour d'autres enfants qui n'ont pas forcément de déficience intellectuelle, il y en a qui peuvent avoir les mimétismes, notamment quand il y a des fratries, des enfants qui vont avoir de bonnes compétences d'imitation. Les femmes, notamment, ont de meilleures capacités d'imitation. Sont plus caméléons sur l'autisme. Voilà. Donc, du coup, elles vont avoir ces capacités d'imitation, mais par exemple, les jeux de faire semblant, les choses comme ça, en fait, elles vont suivre un scénario, mais pas forcément en créer. D'accord. Voilà, on a ces choses-là. Ce sont des enfants qui vont pas dire à leurs parents regarde mon dessin, regarde ce que j'ai fait, ma construction de Lego. Voilà, les parents vont être capables de dire elle adore le dessin, il adore le dessin, parce qu'en fait l'enfant passe tout son temps à ça. Mais l'enfant ne va pas transmettre finalement ce qu'il aime. Il va pas non plus demander d'informations. Souvent, un enfant va vous dire et toi, qu'est-ce que tu aimes? Oui, il va pas poser. Et ça, c'est pas présent. Il y a pas de réciprocité. Ok. Voilà, donc ça c'est plutôt dans l'enfance. Et puis après, on va dire chez l'adolescent, chez l'adulte, ce qui va vraiment alerter, c'est la difficulté à créer des liens amicaux, à maintenir ces liens amicaux. Sur le long terme. Personnes, qui peuvent créer des liens, mais qui finalement vont très vite perdre ces liens amicaux, qui vont pas du tout être dans l'initiative pour proposer des sorties, des loisirs, des choses comme ça. Donc ça, c'est plutôt au niveau de l'adolescence. Et là, je parle vraiment de sans déficience. Et on est aussi dans un manque de réciprocité. C'est-à-dire que comment ça va? Ça va. Mais il n'y a pas ce ça va et toi. Et toi. Il y a juste ça va, merci. Et
Et c'est vrai que ce qui est difficile aussi, pourquoi les personnes autistes n'arrivent pas à être dans l'amitié sur le long terme, je pense que c'est ça, et ça c'est un des critères, c'est que c'est pas qu'ils s'intéressent pas à vous, qu'ils vous aiment pas, mais ils vont pas penser à vous demander comment vous allez, ou ils vont pas vous demander ce que vous avez fait, ou si votre journée s'est bien passée. Et ça, moi, ça a été une des caractéristiques. Je vous parle de ma famille. Moi, j'habite loin. Quand j'arrive dans ma famille, on me demande pas si la route s'est bien passée, on me demande pas quand je vais. Et encore une fois, c'est pas parce qu'ils m'aiment pas ou qu'ils s'intéressent pas à moi, mais parce que dans le fonctionnement, en fait, c'est pas naturel. Il n'y a pas cette initiative. Voilà, c'est pas naturel. Et ça, moi, je trouve en tout cas que pour le vivre, c'est symptomatique. Et avant l'autisme, pour être honnête, on peut juste se dire, mais en fait, ils s'en foutent de moi. Et je pense que c'est ce qui est difficile dans la relation amicale. Là, c'est ma famille. Donc, voilà, je les vois. J'ai continué de les voir. Je me suis pas arrêtée. Donc, quand c'est la famille, en fait, on dépasse ça. Et puis aujourd'hui, il y a une explication. C'est ce que tu disais. Quand on a aussi quelque chose de concret, c'est vachement plus facile à accepter et à s'adapter. Mais dans l'amitié, quand on sait pas, et qu'en fait on a l'impression que l'autre ne nous pose aucune question et s'intéresse pas à nous, effectivement c'est dur de construire une amitié sans réciprocité. Et c'est d'ailleurs, notamment je pense, la vraie les adolescentes qui ont une peine de cœur et puis la copine va pas demander comment ça va, voilà, des choses toutes bêtes finalement que les adolescents peuvent vivre. Et en fait c'est pas forcément que la personne ne s'en soucie pas, c'est juste qu'elle n'a pas cette prise d'initiative, elle a pas cette initiative de se dire là il faut les codes sociaux font que il faut que je lui demande comment elle va. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on nous l'a fait remarquer, par contre, les personnes aussi ont ce pouvoir de mimétisme. C'est-à-dire qu'une fois qu'on leur a dit tu t'intéresses jamais, ils vont se dire mince, je m'intéresse pas, donc c'est-à-dire que la prochaine fois je vais m'intéresser. Et en fait, là où normalement c'est naturel, eux vont devoir se rappeler là il faut que je lui demande comment elle va. Tiens, je sens qu'il y a peine de cœur, donc là il faut que j'intervienne. Mais ça se ferait pas naturellement en fait. C'est-à-dire que c'est comme un reminder, il faut se dire mince, là elle a l'air de pas aller bien, je crois qu'il faut que je lui demande comment elle va. C'est ça. C'est à force d'être confronté à des expériences que les personnes vont apprendre et adapter leur comportement. D'où l'intérêt parfois d'avoir des groupes d'habileté sociale, des choses comme ça, pour apprendre finalement les codes sociaux. Et j'ai une anecdote assez marrante, une patiente que j'ai diagnostiquée qui elle fixait le regard, et en fait pendant le diagnostic elle avait un regard totalement adapté, et elle nous a expliqué en fait qu'elle avait appris qu'il fallait au cours de la conversation tourner le regard de temps en temps. Sinon, on est trois, et finalement, en fait, elle restait bloquée, et elle avait appris au fil des expériences que il faut moduler le regard. Donc, elle regardait un coup ailleurs, et parfois même, elle se disait, ok, là, ça fait trop de temps que j'ai pas regardé. Donc, en fait, tout était calculé. Donc, finalement, ça demande quand même une énergie assez importante. C'est une adaptation de tous les instants dès qu'on est avec d'autres gens, quoi. Oui. Et avant que tu passes au conseil, Julia, je fais un petit teasing. Les animaux sont une aide pour les personnes autistes ou pas forcément? Ça dépend de leur intérêt spécifique. Ça peut être du bien comme du pas bien, ou c'est plutôt du bien? Alors, moi, je j'ai pas une grande connaissance dans ce domaine-là, mais je dirais que ça va plutôt agir sur les troubles, les comorbidités. Okay. Finalement, tout ce qui va être troubles anxieux, dépression, phobie, voilà, ça va plutôt agir là-dedans. Et je pense que de toute façon, les bienfaits de la thérapie animale ou des choses comme ça sont plus à démontrer de toute façon, donc ça peut être que positif. Les chaussettes dépareillées. Mel et Deb papotent autour de la neurodiversité sur Radio Grand Lac. Bonsoir à tous, si vous nous rejoignez, vous êtes sur Radio Grand Lac 92.1. Ce soir, on parle autisme avec Julia Debarry, neuropsychologue. Ça va, Julia? Ça va. Et avec Deb qui va nous faire sa petite rubrique des chaussettes, puisque vous le savez, à chaque fois qu'on fait une émission sur une thématique, Deb choisit des livres pour vous. Elle vous conseille donc dans sa rubrique. Et si vous ratez les titres, vous pouvez nous retrouver soit sur le YouTube de Radio Grand Lac, soit sur le YouTube de Suivez le Zèbre, puisque je suis Mel Poina, la fondatrice du blog Suivez le Zèbre, un blog dédié à la neurodiversité. Donc si vous avez des questions sur l'autisme, sur le TDAH, sur l'hypersensibilité, sur le HPI, rendez-vous sur suivezlezèbre.com. Alors Deb, comment ça va ce soir? Ça va, et toi Mel? Écoute, moi ça va toujours très très bien quand je suis ici dans ce beau studio. Exactement, avec un sujet très intéressant. Ouais, l'heure passe très très vite. On attaque nos dernières 20 minutes. Qu'est-ce que tu nous as prévu dans la bibliothèque? Alors, j'ai prévu plusieurs choses comme d'habitude. Donc en tout premier, La différence invisible, donc de Julie Dachez, qui est illustrée par Mademoiselle Caroline, notre collègue haute-savoyarde qui habite à Manigot. Exactement. Mademoiselle Caroline, qu'on embrasse d'ailleurs si elle nous écoute, autrice que j'adore. Et en fait, c'est un livre qui a un format qui le rend très agréable à lire.
et très accessible. Et en fait, on va pouvoir découvrir un petit peu les difficultés rencontrées par les personnes qui ont un trouble du spectre autistique. Et l'avantage, c'est qu'en plus, il a des super belles illustrations. Donc, c'est vraiment un moment de plaisir pour lire ce bouquin. Très beau livre. Et puis, c'est l'histoire de Julie Dachet qui a découvert elle-même qu'elle était autiste sur le tard en tant qu'adulte. C'est vraiment une super belle BD qu'on vous invite à découvrir et qui explique très très bien ce que est le TSA sans déficience intellectuelle. Ouais. C'est super intéressante. On voit Julie a approuvé cette BD. Oui. Non, elle est très très bien, et puis surtout elle est accessible, parce que parfois quand on essaie de se documenter, les livres sont voilà, c'est difficile à digérer, et là vraiment c'est vraiment un livre à portée de tous. J'ai essayé de faire des choix accessibles pour l'autisme. Dans tous les cas, la neurodiversité, c'est quand même... on va beaucoup retrouver de livres qui sont très scientifiques, très lourds à lire, très lourds à digérer. Et c'est pour ça qu'on essaye aussi, avec cette petite rubrique, de donner des lectures un peu plus accessibles à tous. Et puis surtout au grand public, c'est vrai que les lectures, on va dire, plus scientifiques, elles sont plutôt pour les professionnels, et ça, c'est très bien. Oui. Mais quand on commence à toucher un peu le sujet du doigt, c'est vrai que les pavés de 170 pages avec les études depuis 1890, c'est pas ce qui fait rêver. Surtout, c'est pas ce qui aide au quotidien. La différence invisible, ce qui est intéressant, c'est que il y a des petits tips, et c'est concret, il y a des petits tips cachés, en fait, dans l'histoire qui aideront les personnes concernées. Ensuite, on a sortir de l'autisme, le témoignage d'une maman, donc de Valentine Lecêtre. Ça va être donc un témoignage qui est poignant sur l'autisme chez l'enfant, en fait, donc vu par une maman. Donc pareil, on recommande. Il est très faut pas, c'est poignant. C'est l'histoire de Valentine, c'est quand même une histoire qui est pas commune. C'est une dame qui est chef d'entreprise et qui a mis sa vie entre parenthèses pendant plusieurs années pour se consacrer entièrement à son fils, et elle raconte un peu son histoire, son parcours aux côtés de son fils pendant plusieurs années. Alors c'est un cas assez exceptionnel, le cas de Valentine, mais en tout cas c'est une belle histoire à lire pour ceux que ça intéresse. Exactement. Ensuite, on a Sais-tu pourquoi je saute de Naoki Higashida. Alors là, ce livre-là, il est très intéressant parce qu'en fait, c'est un témoignage donc d'un adolescent de 13 ans qui est autiste non-verbal et qui a appris donc avec une grille à communiquer, et donc il a écrit ce livre qui est assez intense à lire parce qu'il explique vraiment les barrières qu'il rencontre pour communiquer, l'impact de l'autisme dans ses relations, les difficultés de communication, les incompréhensions avec le monde qui l'entoure, etc. Et on est vraiment dans la peau d'un adolescent de 13 ans, donc on est dans sa tête et on vit à travers lui son histoire. Pareil, c'est un livre très poignant et je le recommande vivement pour les personnes que ça intéresse, les parents donc d'adolescents par exemple qui ont un trouble autistique, ou alors peut-être même les personnes atteintes qui peuvent être très intéressées par celui-là. Ensuite, on a Ça va aller donc de Daisy. Ça va aller, c'est un témoignage qui raconte tout le parcours donc de l'auteur et de son mari avec leur second enfant qui s'avère avoir un TSA. Et en fait, on va vraiment tout retracer, donc le parcours en soi, dès les premiers soupçons, le diagnostic, comment ils ont réussi un petit peu à s'adapter, à aider leur enfant à vivre dans de bonnes conditions, etc. C'est un petit peu un guide qui est à la fois touchant parce que on est au sein d'une famille, donc on s'identifie assez rapidement, et puis on a un petit peu une idée en fait de comment ça se passe pour le diagnostic, comment on a ses premiers soupçons, etc. Donc très bonne lecture, ce livre-là. Et enfin, on a Autisme, devenir un parent expert de Olga Bogdachina. Donc en fait, l'autrice Olga Bogdachina, est une docteure en linguistique et elle est très impliquée dans la compréhension de l'autisme. Donc comment comprendre, s'adapter, aider une personne, un enfant avec un TSA à se développer correctement et à s'épanouir. Donc pareil, c'est un livre où on va retrouver des clés et des petites astuces en fait pour aider son enfant à s'adapter et à s'épanouir tout simplement dans sa vie de tous les jours et dans son quotidien. Merci beaucoup Deb pour ces recommandations. Moi je vous recommande de toute façon toutes les ressources de Julie Dachet, donc qui est cette on va dire l'autrice en France la plus connue sur l'autisme, donc qui a découvert son TSA assez tardivement, qui l'explique
très bien. Elle fait des vidéos sur YouTube, elle fait des formations, elle a écrit des livres. Donc avec Mademoiselle Caroline, mais pas que, aussi en individuel. Ouais. C'est vraiment une femme, voilà, moi que j'admire. C'est vraiment un exemple à suivre parce que ce qu'elle a fait pour l'autisme en France, je trouve que c'est assez exceptionnel. Elle explique aussi tout ce qui est par exemple lié à l'identité transgenre chez les personnes autistes, le fait d'être une femme autiste qui est encore différent d'être un homme autiste. Enfin, elle va très 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 loin, beaucoup plus loin que ce qu'on peut faire avec vous en 1h15. Donc voilà, moi c'est vraiment quelqu'un que je vous invite à suivre, que ce soit sur ses réseaux pro ou perso. Julia, t'as peut-être des personnes aussi ou des livres à nous recommander sur l'autisme? Alors, pas forcément des livres, mais plutôt des sites. Le site du Centre Ressources Autisme, qui en fait va regrouper soit pour les professionnels toutes les informations sur les formations, les choses comme ça. En fait, ça se décompose en 3 catégories. Donc, une catégorie pour les professionnels, une pour et c'est celle qui nous intéresse, pour les personnes avec TSA ou leur entourage. Voilà. Donc en fait, ça donne accès finalement à un peu des informations sur les formations aussi qui sont accessibles pour ces familles et puis ces personnes. Et le CESA aussi, qui est le Centre d'évaluation savoyarde de l'autisme, qui se situe à Chambéry et qui peut proposer, alors je sais pas, il le faisait encore l'année dernière, il propose parfois des journées, des ateliers pour les familles qui ont un enfant, qui ont un diagnostic de posé, et ça permet en fait finalement d'apprendre qu'est-ce que l'autisme, comment ça fonctionne. Parce qu'en fait, quand on connaît après le fonctionnement de son enfant, on peut mieux l'accompagner, parce que les parents sont, on va dire, ce sont les personnes les plus expertes de leur enfant. Et du coup, il faut quand même leur donner les clés pour qu'ils puissent mettre en place leur savoir parental, on va dire ça comme ça. Et donc, il y a le CESA qui peut faire ces choses. Et après, un autre site d'une personne qui a été diagnostiquée avec un TSA, c'est Bleu et Atypique. Voilà, donc c'est un site assez intéressant et elle vient aussi parler de ce à quoi il faut être préparé si on veut faire un diagnostic, et je trouve ça assez intéressant. Voilà, donc elle aborde tous ces aspects-là. Merci Julia, moi je vous attends aussi sur Suivez le ZEP, puisque l'année dernière Mathieu, qui a travaillé avec nous et qui était autiste, a travaillé sur plusieurs articles, donc ça a été écrit par lui, donc rédigé par une personne autiste, et d'ailleurs ça se voit, vous verrez que j'ai écrit la majorité des articles, le style est différent sur cette rubrique-là, on trouvait que c'était hyper intéressant avec Deb, que les articles sur l'autisme soient rédigés par une personne autiste, donc on vous attend sur suivezlez.com. Et Julia, tu parlais de l'accompagnement. Alors, quels professionnels, au-delà d'un neuropsychologue, peuvent accompagner les parents ou les personnes autistes dans leur quotidien, j'ai envie de dire? Quel type de professionnel tu vas recommander pour avoir le meilleur accompagnement possible, puisque on le redit, c'est vraiment top ce que t'expliquais en début d'émission. Le trouble du spectre autistique, il est très vaste. L'intensité est plus ou moins forte de ce trouble en fonction des personnes. Et puis surtout, ce trouble, il peut varier pendant tout au long de la vie de l'individu. Donc effectivement, à des moments, les situations vont être plus handicapantes que d'autres, puisque effectivement, quand on est autiste, on est en situation de handicap, mais ce handicap va être donc plus ou moins lourd en fonction de son état global, de santé globale. Alors, quel professionnel tu peux nous conseiller? Je sais qu'il y en a beaucoup, mais c'est pas grave, on a encore 15 minutes devant nous. Oui, alors en fait déjà il faut cibler en fonction de la problématique, c'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'on rencontre au quotidien, il va falloir axer sur différents professionnels. Chez l'enfant notamment, pour qui il n'y a pas un langage fonctionnel, je dirais que la priorité c'est d'aller voir une orthophoniste pour mettre en place peut-être soit un outil de communication alternatif pour permettre à l'enfant de s'exprimer, parce que imaginez-vous tous les jours ne pas pouvoir exprimer vos besoins, même physiologiques. Donc la priorité serait peut-être d'aller voir une orthophoniste. Aussi, les orthophonistes sont spécialisées, certaines sont spécialisées dans les troubles de l'oralité, qu'on peut retrouver quand même régulièrement aussi dans le cadre d'un TSA, avec des enfants qui peuvent présenter des sélectivités alimentaires, des choses comme ça. Donc voilà, il y a tout l'aspect langage, communication, mais aussi alimentation qui peut être on va dire suivi par une orthophoniste. Et une diététicienne? Une diététicienne aussi. Alors là, du coup, moi, j'ai pas de contact. D'ailleurs, c'est avec plaisir si vous en avez. Ah bah oui, on vous conseille fortement Julia Martellato, qui est notre spécialiste de l'alimentation et sur Suivez le ZEP et sur Aix-les-Bains, qu'on conseille puisqu'elle suit aussi bien les enfants, les ados que les adultes, toute neurodiversité confondue, mais elle a quand même un gros attrait pour le TSA, donc ça tombe bien. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui est comme toi, passionné par le trouble du spectre autistique, et du coup, qui
connaît, on va dire, très bien ses profils et qui connaît les problématiques alimentaires que ça peut induire. Et d'ailleurs, ces problématiques alimentaires, elles se révèlent dès le plus jeune âge des enfants. Alors oui, ça peut être dès le plus jeune âge. Enfin, en tout cas, moi, pour les personnes que je suis, alors j'ai moins de connaissances sur l'alimentaire pour les personnes qui n'ont pas de déficience. Voilà, elles parlent moins facilement, on va dire, de ces problématiques-là. Enfin, en tout cas, dans le cadre du diagnostic que j'ai pu faire, on pouvait parler de l'alimentation, mais assez peu. En tout cas, chez l'enfant, effectivement, les problématiques sélectivité alimentaire peuvent, s'inscrivent tout de suite dès le départ. Alors, soit il y a un trouble de l'oralité. Donc dans ce cas-là, c'est très spécifique. Ça peut se régler avec une orthophoniste avec un suivi, seulement. Voilà. Donc ça nécessite un travail très important à la fois pour l'enfant, le professionnel et la famille, parce qu'il y a quand même des protocoles à mettre en place. Et puis oui, effectivement, cette sélectivité va quand même plutôt apparaître dès l'enfance. D'accord. Voilà, avec un enfant qui va. Donc moi, j'ai suivi un enfant qui mangeait un peu que des choses jaunes, voilà, des gnocchis, des pâtes, de la mayonnaise, des frites. Tout ce qui est bon, quoi. Voilà, qui ne buvait pas d'eau. Qui buvaient uniquement du jus d'orange, voilà, donc des problématiques après qui peuvent oui, ça crée des carences, voilà, venir s'ajouter, donc d'où l'intérêt de voir vraiment des professionnels spécialisés pour mettre en place tout de suite des actions, des protocoles, voilà. D'ailleurs, Julia nous expliquait dans l'émission qu'on a fait sur l'alimentation et neurodiversité que souvent les personnes autistes avaient des difficultés de digestion et étaient très sensibles lors de toute la phase de la digestion, comme s'ils étaient capables de sentir en fait les aliments traverser leur corps. Tu parlais d'hyper sensibilité, oui. Et elle travaille beaucoup là-dessus justement. Mais c'est vrai que quand on y réfléchit, c'est assez fou quand même. Oui, c'est dingue, quoi. C'est fou, ouais. Et du coup, elle travaille. Donc orthophoniste, diététicienne. Alors après, il y a tout ce qui va être ergothérapeute, psychomotricienne aussi pour pour des enfants. Alors là, je mets tout ensemble, mais c'est quand même deux métiers distincts. Ouais. Voilà, avec donc ça peut être aussi des psychomotricienne et ergothérapeute pour tout ce qui est sur l'aspect de l'autonomie, mettre la en place motricité, pour la motricité, l'autonomie, les choses comme ça. Et puis aussi ergothérapeute ou psychomotricienne, ça dépend des corps de métier, mais il y a des personnes qui se spécialisent dans la sensorialité. Et du coup, ça peut être intéressant de passer des profils sensoriels. On parlait de Olga. Qui a un nom compliqué à dire. Qui a un nom compliqué. Et voilà, je l'ai mangé. Bogdachina. Bogdachina. Voilà, j'avais peur de manger le nom. Qui a créé une grille d'évaluation sensorielle, qui est plutôt complexe, mais du coup, voilà, qui s'est aussi beaucoup axé sur la sensorialité. Et du coup, c'est très intéressant de connaître le profil sensoriel de son enfant, connaître son fonctionnement pour aussi comprendre les réactions. On a encore même des professionnels qui sont peu formés au sensoriel, et c'est pas de leur faute, mais du coup, qui vont dire, cet enfant, vous me dites qu'il est sensible au bruit, mais il y a 5 minutes, il écoutait la musique à fond. En fait, ça s'explique par des profils sensoriels très spécifiques, mais du coup, si on n'a pas cette connaissance-là, voilà, on a aussi des parents qui peuvent s'agacer en disant non, mais en fait, il le fait exprès. Au bout d'un moment, on me dit il aime pas le bruit et puis il fait un boucan pas possible. Oui, mais en fait, ça s'explique et du coup, il faut accompagner aussi sur ce versant-là les familles. Surtout que la sensorialité, ça a quand même un impact très important sur la personne au quotidien. Julie Dachel notamment a fait une vidéo, aussi en lien avec la fatigabilité, donc sur la théorie des cuillères. Je vous invite à aller voir cette vidéo YouTube qui est vraiment super et qui est très parlante. Voilà, moi c'est une des premières vidéos que je conseille pour les personnes. Et du coup, il y a vraiment cet aspect sensoriel qui vient impacter et qui impacte en fait tous les jours à chaque minute. Voilà, on n'a pas conscience à quel point l'environnement sensoriel est présent, mais voilà, il faut quand même le prendre en compte. Donc voilà, il y aurait quand même accès sur un professionnel qui est sensibilisé au sensoriel. Pas tous le sont, ça dépend vraiment. On se spécialise tous un peu de manière différente. Et puis après, il y a les psychologues, neuropsychologues qui peuvent aussi accompagner. Donc soit sur les comorbidités, sur les troubles anxieux, les dépressions. On en parlait des comorbidités. C'est vrai que souvent le TSA va malheureusement avec comorbidité. Donc quand on parle de comorbidité, les troubles anxieux sont très présents chez le TSA. La dépression, les troubles de comportement alimentaire aussi peuvent être présents. Ouais. Donc Julia, notre fameuse diététicienne sur Aix-les-Bains, évidemment pratique aussi, s'intéresse aux TCA qui sont effectivement une comorbidité de la neurodiversité. Plus présent chez les femmes que chez les hommes, en tout cas d'après les études. J'aime pas les chiffres, mais quand même, je m'y intéresse un petit peu. Il faut connaître les grandes variables. Donc comorbidité, troubles anxieux, dépression. Burn-out. Oui, alors il n'y a pas vraiment de chiffres, mais en tout cas, ça va être associé à la dépression. Voilà.
en tout cas au niveau des études. Il y a aussi tout ce qui va être troubles obsessionnels compulsifs. Les TOC, donc. Voilà, les TOC, ça c'est plus présent chez les hommes. D'accord. Mais après voilà, c'est pas une vérité absolue. Hein. Ouais, on a des femmes qui ont des TOC, des hommes qui ont des troubles du comportement alimentaire. Voilà, donc il y a toutes ces comorbidités là qui viennent s'ajouter. Et parfois, la difficulté, c'est que ces comorbidités vont se mettre au premier plan. Et masquer le TSA. Masquer en partie le TSA. Ce qui rend le diagnostic parfois plus difficile. On parlait aussi des femmes qui étaient entre guillemets plus capables de s'adapter, donc éventuellement de masquer un peu plus ce TSA jusqu'à la rupture en fait souvent. Et c'est vrai quand on s'adapte à toutes les minutes. Tu parlais de la sensorialité et puis du fait de se dire ah là il faut que je réagisse comme ça, là est-ce que j'ai le bon comportement. Bref, il y a 200 000 questions qui passent par la tête. Forcément, il y a aussi, je pense qu'au niveau de la fatigue et du coup de la gestion de l'humeur, ça peut être compliqué. Et des personnes qui ont un grand besoin de se ressourcer de manière entre guillemets introvertie, c'est-à-dire en ayant des temps faibles et en des temps seuls en fait, hein, beaucoup de temps seuls quoi. Oui, et puis souvent c'est un peu pris mais pourquoi on isole cet enfant, on a des enfants pour qui on peut aussi conseiller de pas avoir de temps de récré, en tout cas pas en collège ou ou en primaire, de pas avoir un temps de récré avec les autres enfants parce qu'en fait c'est des jeunes qui ont vraiment besoin de se ressourcer, d'avoir une pièce à part. Souvent, ça peut être très mal perçu en disant mais cet enfant on l'exclut. En fait, c'est nos représentations et c'est la difficulté dans l'accompagnement du TSA, c'est sortir de nos représentations pour se mettre à la place de la personne. Ce qui est bon pour nous ne l'est pas forcément pour l'autre. Et ça, c'est une grande difficulté qu'on a quand on accompagne les personnes, c'est d'essayer de mettre un petit peu en recul ce qu'on pense, nos convictions personnelles, pour vraiment s'attacher au fonctionnement de la personne qui a un TSA. Ouais, c'est un vrai challenge dans une société très individualiste où on pense que tout le monde pense comme soi, agit comme soi. Donc c'est vraiment intéressant. Pour moi, l'autisme, s'intéresser à l'autisme, c'est la plus grande forme d'altruisme chez l'être humain parce que on rentre vraiment dans un monde qui est inconnu. Tu le disais, quand on ne l'est pas, c'est vraiment tout un monde et c'est des nouveaux codes. Et si on ne s'adapte pas, on ne rentrera jamais en contact avec l'autre puisque être en contact avec une personne autiste, c'est être quand même dans 95% d'adaptation. Même si on en parlait pendant la pause musicale, les personnes autistes doivent aussi faire ce premier pas, ça tu en parlais, c'est-à-dire que dans le fait de trouver sa place, il faut que le chemin aille dans les deux sens. C'est ça. Alors, qu'est-ce que tu conseilles aux parents d'enfants ou d'ados autistes pour que l'autisme ne devienne pas une excuse à je ne fais rien et je ne m'adapte pas sans être dans le conflit ou dans la rupture? En fait, la problématique, c'est qu'on a pendant plusieurs années, on a beaucoup de retard dans le domaine de l'autisme. Ça, c'est plus à démontrer. On se rattrape petit à petit, mais on est encore loin de nos amis canadiens ou suisses. La difficulté, c'est qu'on a longtemps dit, mais il faut s'adapter aux personnes avec TSA parce qu'en fait, il y avait aucune adaptation possible. Et du coup, aujourd'hui, les personnes s'inscrivent un peu là-dedans en disant, OK, j'ai plus aucun effort à faire. Moi, j'ai pu poser des diagnostics. La personne me disait, OK, en fait, j'ai pris sur moi tout ce temps, mais c'est aux autres de... Non, c'est fini. Alors, ça a trop duré. On va modérer un peu le propos. Voilà. Après, c'est un travail à faire avec la personne. Donc, je dirais aux parents que la priorité, c'est d'engager, on va dire, un échange avec l'enfant et un professionnel, parce que les parents peuvent pas forcément porter ça seuls. Donc c'est vraiment l'importance du diagnostic. Au moment de l'annonce diagnostique, le professionnel, il faut qu'il explique à l'enfant aussi, ou l'adolescent ou l'adulte, ce que ça implique, qu'effectivement il y a des adaptations possibles et c'est l'intérêt de faire un diagnostic aussi, c'est de pouvoir obtenir ces adaptations. Mais du coup, en contrepartie, il faut aussi se dire que l'adaptation, elle va devoir continuer, se poursuivre. Dans une moindre mesure peut-être, parce qu'effectivement, les personnes prennent énormément sur elles et il faut pas minimiser ça. Mais on va dire, c'est une réciprocité. C'est ce que j'évoquais un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on a besoin d'un fauteuil roulant, le professionnel peut nous proposer pas mal d'outils. Si on refuse les outils et qu'on se dit non, c'est aux autres de s'adapter, vous ne marcherez pas de toute façon. Si vous n'avez pas votre fauteuil roulant, vous ne marcherez pas. Vous ne pourrez pas vous déplacer en tout cas. Vous ne pourrez pas vous déplacer. Sûr. Et puis au même titre que une fois qu'on a ce fauteuil roulant, si on n'a que des escaliers, autour de nous, on n'ira pas très loin. Donc il faut aussi que l'environnement s'adapte. Mais du coup, possible, c'est du 50-50 finalement. Il faut vraiment entendre ça. Donc il y a toute cette difficulté-là. Donc accompagner les parents à comprendre le trouble, comprendre ce qui peut être adapté, parce qu'il y a des adaptations possibles, notamment les stéréotypies, les choses comme ça. Elles sont régulatrices pour la plupart des stéréotypies. Bien sûr, puis la routine aussi, c'est ça. Donc il faut quand même mettre en place des choses, le cadre, la structuration.
comme tout à chacun, hein, on a tous nos emplois du temps. Moi, j'ai mes petites fiches là, voilà, qui me permettent, on va dire, de me rassurer. Donc, les personnes avec autisme ont vraiment besoin de cette structuration, mais ça vaut pour tous les enfants. Hein. Après, dans l'autisme, effectivement, ça va être de manière plus poussée, avec peut-être plus de visuels, de choses comme ça. Donc, il faut vraiment comprendre l'autisme finalement pour accompagner des personnes avec autisme. Ça, c'est vraiment la priorité, même que ce soit en couple hein, ou au travail. Finalement, ce qu'on disait tout à l'heure, comprendre pourquoi la personne s'intéresse pas à moi, parce qu'on a aussi beaucoup d'attentes en termes d'amitié, en termes de relations amoureuses. Et du coup, si on ne comprend pas le fonctionnement de l'autre, on va être dans une attente qui est toujours déçue et qui est toujours déçue. Et du coup, on va aboutir finalement à des ruptures. Pour terminer, donc quand tu parles d'être accompagné par un professionnel, on va dire qu'au moment du diagnostic, le neuropsychologue reste quand même la personne, on va dire la mieux adaptée pour un suivi, pour encaisser entre guillemets cette nouvelle. Je dis le mot encaisser, mais je trouve qu'à chaque fois qu'on parle de quête identitaire, c'est pas forcément négatif. C'est-à-dire que qu'on découvre un TSA, un TDAH, un HPI, un 10, etc. C'est juste que ça remet en fait en question un petit peu l'identité de la personne et on regarde sa vie de manière différente, qu'on soit la personne concernée ou les parents, les proches, forcément. Il y a une coloration qui vient teinter la vie et on a un regard qui est différent. Pour toi, Julia, le neuropsy semble la personne quand même la plus à même de suivre au moment du diagnostic et on va dire les semaines, les mois qui suivent, le temps que cette découverte, on va dire, elle soit intégrée par la personne et les proches. Alors, ça dépend vraiment des personnes. On a des personnes pour qui il y aura pas forcément besoin d'un suivi, mais les personnes pour qui, il y a un choc à l'annonce du diagnostic, parce que même quand on est préparé à l'annonce, on peut avoir un choc au moment du diagnostic. Effectivement, peut-être d'avoir un accompagnement derrière, soit auprès d'un médecin psychiatre aussi. Hein, on l'a pas évoqué. Bon, après, la difficulté des territoires fait qu'on a très peu de médecins psychiatres. C'est très très difficile. Mais sinon, que ce soit neuropsychologue ou psychologue. Effectivement, pour engager un suivi, mieux comprendre aussi son trouble, parce que il faut un temps de digestion, on va dire, au niveau de l'annonce diagnostique. Surtout quand il y a des difficultés associées au niveau relationnel, scolaire, professionnel, couple. Là, j'imagine que l'accompagnement, il est assez évident. Oui. Après, ça dépend vraiment des personnes parce qu'il y a à la fois l'annonce diagnostique, mais il faut aussi avoir cette démarche de se faire suivre et là encore ça demande une énergie à la personne. C'est encore un cap supplémentaire. Oui, parce que déjà la démarche diagnostique est très coûteuse pour c'est ce que j'allais demander au niveau alors là je disais pas forcément en termes de prix mais coûteuse en termes d'énergie. En termes d'énergie et aussi en termes de prix. Ouais, en termes de bilan parce que donc du coup effectivement c'est soit le psychiatre et dans ce cas-là c'est remboursé, c'est pris en charge. Par contre malheureusement dans la majorité des territoires les psychiatres spécialisés en autisme c'est la pénurie, hein, clairement. D'ailleurs, s'il y a des vocations, n'hésitez pas parce que je peux vous dire que sur la région, c'est très difficile. Du coup, il y a toujours évidemment vous, les neuropsychologues, donc pour se faire bilanter, donc avec un bilan TSA. Le bilan pour un TSA, c'est quoi, 400, 500 euros? Non, ça va être. Alors moi, j'ai pas forcément les prix parce que je n'en fais pas. Mais ceux que je connais sont autour de 700, 800 euros. D'accord, pour un bilan complet. Pour un bilan complet. Dans notre région, sur Aix-les-Bains, si je dis pas de bêtises, Steph Provost bilan du diagnostic. Sur l'autisme. Alors, Yanis, j'ai que son prénom, mais on pourra le noter. Qui est le collègue de Steph. Ils sont au même endroit sur Grésy-sur-Aix, pour tous ceux qui nous écoutent sur Aix-les-Bains. Fait aussi du diagnostic, voilà. Donc, moi, en tout cas, si je dois renvoyer, je renvoie sur ces deux professionnels-là. Ouais, avec qui on travaille, qu'on connaît bien, parce qu'on est un petit monde, tout le monde se connaît. Et après, en fait, si on parle des adultes, on a aussi les centres diagnostiques, qui peuvent poser des diagnostics. Donc très rapidement, on a 3 lignes. La première ligne, c'est le dépistage, c'est tout ce qui est médecins généralistes, pédiatres, qui vont reconnaître certains signes et du coup orienter les personnes vers des deuxièmes lignes. Les deuxièmes lignes, ça va être les CMP, centres médico-psychologiques, qui peuvent eux poser des diagnostics, ou alors ça va être pour les enfants tout ce qui est CAMS, c'est pour les enfants de moins de 6 ans. Okay. Donc ça c'est gratuit parce que ça rentre dans le cadre d'un financement sécurité sociale. Et puis la 3e ligne qui sont les centres ressources diagnostiques, donc le CRA, le CESA notamment, qui eux font du diagnostic complexe parce qu'il y a aussi cette question-là de diagnostic complexe. Qui du coup rend finalement l'accès au diagnostic plus compliqué quand on a besoin de se faire diagnostiquer mais qu'on a quand même des comorbidités assez importantes. Merci beaucoup Julia pour toutes ces informations. N'hésitez pas à retrouver l'émission sur YouTube de Radio Grand Lac et sur Suivez Zèbre. Merci, on était vraiment ravis de t'accueillir. L'émission est passée hyper vite. Vous pouvez retrouver Julia à l'IME.
À l'IME et en cabinet libéral. Et en cabinet libéral, il y a un site. Sur l'accompagnement plutôt des parents ou des personnes Alors, du coup, je suis sur du bilan, donc tout ce qui va être TND, donc TDAH notamment. Ouais, okay. Et puis, c'est pas dans les TND, mais le HPI aussi. Ok. Voilà. Et puis, je souhaite en tout cas développer effectivement peut-être de la guidance parentale pour les parents qui viennent d'avoir un diagnostic. Très intéressant et je serais ravie de t'ajouter sur Suivez pour te proposer à tous nos lecteurs. Merci beaucoup. On rappelle que le TSA est effectivement considéré comme un trouble qui met les personnes en situation de handicap, donc on peut aussi être déclaré à la MDPH. C'est ça. Je dis pas de avoir bêtises. Une reconnaissance auprès de la MDPH. Merci beaucoup pour cette émission. Merci Deb pour ton sourire comme d'habitude. Merci Sandra à la technique. Une très belle émission. On a hâte de vous retrouver pour la prochaine. Le 13 mars, on parlera entrepreneuriat et neurodiversité. Je vous souhaite une très belle soirée à tous et je vous dis à très bientôt sur Radio Grand Lac.